Hello, c'est Lorraine. Bienvenue dans Storytaf, le podcast qui dit les termes sur le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 3 personnalités hautes en couleurs, un petit peu hors normes et surtout très créatives. Je suis trop contente de les avoir autour de cette table, surtout que le sujet de l'épisode, c'est le fait de ne pas rentrer dans les cases dans le monde du travail. Est-ce qu'on doit coller aux normes pour réussir en entreprise? J'ai réuni les meilleures personnes pour répondre à cette question. Je vais vous les laisser chacun se présenter à vous. On commence par toi, Laurent. Bonjour Lorraine, merci pour l'invitation sur cet épisode. Donc moi c'est Laurane, Laurane Rose sur les réseaux sociaux. Donc je suis créatrice de contenu, je fais du contenu un peu fourre-tout de ce que j'ai envie de faire, beaucoup de couleurs comme ça peut se voir sur moi, du maquillage, de la mode, mais du contenu aussi pas mal engagé. Je parle de ce qui me tient à cœur, globalement. Et à côté de ça, j'ai un autre travail. Je travaille dans une association. Moi, j'ai fait des études, un master d'études sur le genre. Et donc, je travaille autour de l'égalité de genre. Voilà. Trop bien. Donc moi, c'est Abigail Baran, voyageuse au naturel sur les réseaux sociaux. Je suis conférencière pour déstigmatiser les troubles psychiques, militante, pareil, sur les troubles psychiques aussi. Tout récemment, autrice d'un livre qui s'appelle Au bord de ma vie aux éditions Larousse, qui retrace un peu mon parcours aussi. Et j'ai été dans le monde de l'entreprise en tant que personne en situation de handicap psychique. Mais très contente d'être là parce que très grosse militante dans le domaine. Trop bien. Max Defen, bonjour. Merci de m'accueillir. Du coup, je suis créateur de contenu, principalement make-up, où je raconte ma vie, tout en me maquillant. Je raconte mes péripéties de vie d'homme queer. Et à côté de ça, je suis community manager pour une marque de vernis semi-permanent et maquillage. J'essaie de trouver un équilibre entre les deux. C'est compliqué, mais on est là. Comme je le disais aujourd'hui, la thématique, c'est travailler en entreprise quand on ne rentre pas dans les cases. Chacun à votre manière ici. Vous ne rentrez pas dans les cases de la société, par choix ou pas forcément d'ailleurs. Moi, ce que j'ai constaté quand j'ai réfléchi à cet épisode, c'est qu'en fait, depuis toujours, on essaye de nous formater à la norme et que depuis qu'on est petit, en réalité, on essaye de nous faire rentrer dans des cases de comment est-ce qu'on doit se tenir, comment est-ce qu'on doit s'habiller, comment est-ce qu'on doit parler, comment est-ce qu'on doit travailler, la productivité, etc. Dès l'école, j'ai subi du harcèlement scolaire, notamment en 6e et en 5e, parce que j'avais les sourcils trop noirs et trop épais. Après, ça a été la mode de Cara Delevingne, donc ça allait, mais je sais que la moindre petite différence, parce qu'en vrai, les sourcils, c'est rien, mais il y en a, ça va être t'es trop grande, t'es trop grosse, t'es une personne queer, etc. Je sais que c'est un truc qui m'a longtemps pesé de me dire que je voulais surtout pas être différente. Parce que je voulais surtout pas être pointée du doigt, que c'est déjà juste difficile d'évoluer dans une société normée, d'évoluer dans un monde du travail extrêmement rigide, etc. J'ai l'impression que encore aujourd'hui, même si on parle beaucoup d'inclusivité, de diversité, ça reste difficile de rentrer dans certains secteurs d'activité, dans certaines entreprises, quand on a l'air d'être différent, quand on est perçu différent et quand on a certaines spécificités, qu'elles soient physiques ou psychiques. D'ailleurs, il y a une enquête de Deloitte qui est sortie en 2020. 61% des salariés déclarent cacher ou lisser une partie de leur identité pour être mieux acceptés en entreprise. Ça peut être le look, ça peut être l'orientation sexuelle, un trouble psy, des problèmes de santé ou parce qu'on est dyscalculique, dysorthographique. Enfin, il y a 1000 raisons en réalité. Malheureusement, le monde corporate, il est encore très normé. Il y a un manque de souplesse qui est énorme envers les salariés qui doivent tout le temps se conformer à des règles et à des codes qui sont imposés explicitement, mais parfois implicitement. Ça peut être aussi compliqué de comprendre les codes quand on ne nous les dit pas de manière cash. Tout au long de notre vie, on peut être stigmatisé ou marginalisé à cause de nos différences. Mais vous avez décidé de les assumer, même de les revendiquer, d'en faire parfois un combat. Et je trouve ça hyper remarquable. On aurait parfois tendance à vouloir se lisser. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez déjà pensé à gommer vos différences pour vous faciliter la vie au travail? Oui, évidemment. Surtout en entretien d'embauche, parce que c'est la première impression, donc faut rentrer dans les clous. À plein de reprises, même après 2-3 ans à me maquiller tous les jours, je me disais, en fait, non, là, cette fois-ci, je vais me lisser. Je vais essayer de rentrer dans les normes. Et en même temps, il y a ce truc de... c'est chiant. C'est chiant parce que ça fait aussi un filtre. Maintenant, les employeurs, il faut qu'ils prennent conscience que ce ne sont pas les seuls à avoir le pouvoir. On a le pouvoir de dire oui ou non à une entreprise. C'est pas eux les décisionnaires. Moi, ça me fait un filtre de si on n'accepte pas mon maquillage, si on n'accepte pas ma personnalité, tant mieux. Enfin, tant mieux, tant pis pour eux. Et plus je me sentirai à l'aise dans une entreprise,
plus je serai compétent parce que j'aurai pas ces barrières de faut que je pense à ci, faut que je pense à ça, je dois m'exprimer comme ça, je dois m'habiller comme ça. Non, si je suis libre à m'habiller comme je veux, évidemment, je vais pas venir en bikini, encore que. Pourquoi pas? Mais si ça incombe pas ma façon de travailler, si je suis devant mon bureau, ça change rien que je sois maquillée ou pas. Donc, Moi, j'avais pris une sauce sur TikTok parce que j'avais filmé un vlog à l'époque quand je travaillais en entreprise où j'avais un crop top. Bon, vraiment, on voyait peut-être 5 cm de mon ventre. Et plusieurs personnes avaient fait des vidéos pour dire à quel point c'était pas pro et que franchement, je devenais le mauvais exemple. Alors que littéralement, mon job, c'était d'être assise derrière un ordi à mon bureau et que je ne vois pas très bien à quel moment est-ce que mes clients en ont quelque chose à foutre puisqu'ils ne me voient même pas en physique. Ça change rien en fait à est-ce que tu es bon dans ton taf ou pas. Surtout qu'il y a vraiment des secteurs où, en vrai, on s'en fout à 1 milliard de pourcents. Et encore, ça devrait être dans tous les secteurs. Toi, Lorraine, qui a des make-up hyper extravagants, les cheveux roses, un mono-sourcil et un look tout en couleur, est-ce que tu t'es déjà dit vas-y, c'est trop handicapant, en fait, au travail, j'arrête, ça me saoule, je vais redevenir, on va dire, une basic bitch? Bah, moi, ma réponse, elle est un peu biaisée parce que le travail salarié que j'ai en ce moment, c'est le seul travail salarié que j'ai eu. Mais par contre, du coup, le travail que j'ai là, donc ça fait 1 an à peu près que je travaille dans l'asso où je travaille, à l'entretien d'embauche, du coup, c'était mon premier entretien d'embauche pour un vrai travail, autre que job d'été. J'y suis allée pas maquillée comme ça, pas maquillée en couleur, etc. Je pense que j'avais juste mis du mascara, j'avais fait un truc simple, quoi. Et même mes cheveux, du coup, j'avais les cheveux roses, mais ils étaient un peu estompés. On voyait quand même que c'était pas une couleur normale. Donc j'ai hésité à, je sais pas, mettre un foulard, genre je savais pas trop. Et d'un autre côté, un peu comme Max le disait, je me suis dit, si je les cache et qu'en fait je suis embauchée et que en fait c'est pas accepté là-bas, j'ai pas envie de travailler là, moi. Donc voilà, j'ai choisi un entre-deux, mais en même temps, j'ai aussi fait le choix de pas complètement cacher qui j'étais parce que sinon, même pour la durée, si ça matche pas entre moi et l'employeur, l'entretien d'embauche, il sert à ça, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai fait ce choix-là de quand même laisser mes cheveux visibles. Et après, une fois que j'ai été embauchée, au fur et à mesure, j'ai introduit le maquillage et mes looks plus colorés, etc. Et j'ai vu qu'en fait, ça pose pas du tout de problème à mon travail. Je travaille dans un bureau aussi, je travaille pas avec du public. Et quand bien même je travaillerais avec du public, ça poserait pas de problème. T'as quand même plutôt de la chance, je pense aussi, parce que t'es dans l'associatif. Et Ouais. à mon avis, c'est peut-être des secteurs qui sont plus souples. Ouais. Mais c'est c'est sûr clair que quand on est aussi extravagant dans son look, je pense que tu vas dans la banque, par exemple. Ah oui, non. Impossible. Je pense pas, non. non. Mais moi, j'aimerais trop avoir une conseillère à la banque. J'arrive et elle c'est slay, clair. elle a pleine de paillettes et tout. En vrai, j'adorerais. Tant que tu gères bien le compte en banque. c'est ça. Il n'y a pas de c'est souci, ça. en fait. Vas-y, ma star, brille. T'es angoissé à aller à la banque. Pourquoi tu si t'es accueilli par Lorraine, go. Mais de ouf. Tu vas. Et toi qui as un trouble psy, donc c'est une autre forme, on va dire, de différence. Là, pour le coup, c'est pas choisi, hein, c'est plus subi qu'autre chose. Tu as décidé d'en parler publiquement, tu as décidé d'en faire un peu ton combat aujourd'hui. Comment c'est dans le milieu de l'entreprise quand on a cette différence, entre guillemets? Ouais. Alors moi, étrangement, ça me parle énormément ce qui a été dit juste avant, notamment toi, Max. Parce qu'en fait, moi, j'ai excellé dans l'art de cacher ma différence, justement. Tu as fait ton introduction sur le harcèlement scolaire. Alors, moi, j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement invisibles chez moi. C'est-à-dire que si je ne le dis pas, ça ne se voit pas. Mon orientation sexuelle, elle se cache très bien. Et d'ailleurs, je l'ai cachée dans le monde du travail pendant longtemps. Les troubles psychiques, donc moi, j'ai été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline. C'est hyper stigmatisé, les troubles psychiques. Il faut vraiment voir la réaction que les gens ont quand je le dis dans ma vie personnelle. Et c'est pour ça que je fais des conférences pour déstigmatiser ça dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive, je mets les 2 pieds dans le plat et on va parler de ça. Donc moi, dans mon parcours personnel, j'ai passé 9 mois de ma vie hospitalisée en hôpital psychiatrique. C'est pas écrit sur ma tête. Non. Et je termine sur le harcèlement scolaire. J'ai aussi des troubles 10, mais je suis multi-10. Et en fait, j'ai vécu des humiliations, mais par les professeurs quand j'étais petite. Vraiment en mode, c'est un cas désespéré, on n'arrivera jamais à rien avec elle parce que j'arrivais pas à lire et j'arrivais pas à écrire. J'ai fait 8 années d'orthophoniste. C'est-à-dire que
depuis toute petite, je n'ai jamais réussi à me conformer. Jamais. Et donc, je me suis suradaptée et aux autres et à mon environnement. Et ça a créé effondrement sur effondrement sur effondrement. Et en fait, au bout d'un moment, alors évidemment, j'ai aussi des fragilités personnelles, tout n'est pas que environnemental, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est exacerbé par la société. Et en fait, c'est des violences complètement invisibles où les personnes ne s'en rendent pas du tout compte à quel point on lutte complètement dans l'ombre et à quel point c'est difficile. Et en fait, en toute sincérité, moi, quand j'ai été à mon je sais pas combienième arrêt de travail, aux urgences psychiatriques à la suite d'une tentative de suicide, là j'ai dit, en fait, si ça me coûte ma santé mentale, c'est trop cher payé. Bien sûr. Donc là, pour le coup, moi je veux bien faire tous les efforts du monde pour réussir à me sortir de la situation dans laquelle je suis. En fait, la société tout entière aussi doit guérir de ses propres tabous. Voilà. J'ai oublié la question. Non, mais t'as très bien répondu de toute façon. T'as même dit largement plus que ce que j'attendais. Donc là, on a les 2 pieds dans le plat direct. Je termine sur un micro coup de gueule, si je peux me permettre. Vas-y. Mais je trouve qu'en tout cas, moi, dans mon parcours personnel, je trouve qu'on est très culpabilisé, pointé du doigt, en mode si tu vas pas bien, c'est ta faute, etc., etc. Alors déjà, faut réaliser, parce que moi, je suis très hypersensible, hyper émotive, très dans les hyper. Et donc forcément, c'est pas toujours bien accueilli. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper facile de pointer du doigt l'individu, mais personne se rend compte à quel point, en fait, les troubles psychiques, c'est beaucoup plus fréquent que ce que vous n'imaginez. Bien sûr. Mais moi, en hôpital psychiatrique, j'ai croisé des personnes qui prennent des congés vacances au lieu des arrêts maladie pour pas qu'on puisse savoir qu'en fait, ils sont en hôpital psychiatrique. Waouh. Et ça passe par une trentenaire qui est en burn-out, ça passe par le patron d'une entreprise qui a sombré dans l'alcoolisme. Enfin, il faut vraiment se rendre compte que les personnes en hôpital psychiatrique, il y a une honte intime déjà, parce que moi j'ai eu très honte, mais il y a une honte qui est aussi vachement alimentée par la société. Et en fait, c'est tout ce poids-là qui fait que moi je me dis, mais en fait, là je demande à la société tout entière d'évoluer sur ces questions-là. Parce que c'est aussi votre faute si on n'arrive pas à s'intégrer. C'est pas que nous. Bien sûr. Moi, un truc que j'ai remarqué, parce qu'on a échangé par mail pour cet épisode, c'est que dans ta réponse automatique de mail, et d'ailleurs même sur Instagram, tu as plein de trigger warning un peu sur en fait, si je réponds pas, c'est normal, c'est pour ma santé mentale, je ne travaille que 4 jours par semaine pour mon équilibre. Et je me suis dit... Mais elle a tellement raison. Et en vrai, on devrait le faire même si on n'a pas de trouble, tu vois, pour préserver juste notre équilibre et notre santé mentale. Et j'ai tellement de respect pour toi de savoir poser des limites aussi pour pas te mettre en péril, en fait, parce que le monde du travail peut être extrêmement envahissant et violent, en fait, dans le quotidien. Ouais, moi, j'estime que c'est du 50-50. Alors, trouble de la personnalité borderline, je vais pas rentrer dans les détails, mais les limites, c'est quand même vachement important. Vraiment, pour moi, spécifiquement, le cadre, etc. Et j'estime que c'est 50-50 dans le sens où aujourd'hui, j'ai quand même adapté toute ma vie professionnelle autour de mes handicaps. C'est-à-dire qu'en tant que dyslexique, j'ai un problème avec l'écriture. Les emails, pour moi, c'est très compliqué. Donc, on ne se rend pas compte, mais en fait, aujourd'hui, je suis devenue sophrologue. Tout passe par la voix. Conférencière, ça passe par la voix. J'anime des groupes de parole dans les hôpitaux psychiatriques, ça passe par la voix. En fait, vraiment, toute ma vie professionnelle aujourd'hui est adaptée autour de mes handicaps. Mais en fait, si je ne le dis pas, personne va se dire « Tiens, c'est marrant, en fait, à aucun moment, elle utilise l'écriture. » Et par exemple, là, le livre, je dois faire des dédicaces. Je me suis personnalisé des petits tampons en disant « Je suis dyslexique, donc merci d'accueillir mes fautes parce qu'elles font partie de mon histoire aussi. » Et le livre, il a été fait avec une plume, donc j'avais quelqu'un pour m'aider, etc. Mais en fait, c'est que des adaptations comme ça. Et quand elles se font, en fait, c'est super parce que mes conférences, c'est trop génial, les podcasts, c'est trop génial, la sophro, c'est trop génial, j'anime trop bien les groupes dans les hôpitaux psychiatriques. Et en fait, on peut exceller vraiment dans nos domaines si les adaptations sont faites. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que chaque personne qui a un peu des spécificités
par son look, par ses troubles ou autre, va s'adapter au quotidien, se censurer et se conformer pour que les choses ne soient pas trop difficiles à supporter pour elle. Mais du coup, tu vois, je me dis que quelqu'un comme Laurane ou comme Max, ils vont peut-être s'empêcher d'aller vers certains emplois, certains secteurs. Ils vont peut-être s'auto-censurer pour ne pas être stigmatisés, pour ne pas être ostracisés. Et même toi, par rapport à ton trouble, je suis sûre que si demain tu veux faire une reconversion, il y a certains secteurs où tu te dis bah non, en fait, je vais pas vers là. Et du coup, est-ce que c'est pas frustrant finalement de se dire parce que j'ai décidé de cultiver ma différence, je dois me limiter dans ma vie professionnelle. J'ai fait 2 ans d'alternance chez EDF, où là, je me suis dit, bon, je sais pas à quoi m'attendre. Je me maquillais pas du tout à la base. Et en fait, j'ai appris petit à petit qu'en interne, ils avaient beaucoup de moyens mis en place pour justement donner des formations d'inclusion. Il y avait vraiment un dispositif, si vous subissez des discriminations, on est là, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et en fait, je me suis senti tellement safe. Parce que moi, EDF, je me dis, bon, bah, c'est que des vieux, ils vont avoir des visions de vieux. Boîte du 440. Voilà, c'est ça. Et au final, bon, ils n'étaient pas tout jeunes, mais ils étaient très ouverts. Et même dans ma direction, j'avais 5 collègues. Bah, sur 5, ils étaient 4 à être des personnes queer. Et je me sentais hyper safe, hyper à l'écoute. Pendant ces 2 ans d'alternance, bah, c'est là où je me suis senti à l'aise de me maquiller, d'y aller en étant maquillée. Ça posait problème à personne. Mais c'est vraiment trop bien. à personne. C'est trop bien. Et je sais que si ça avait posé problème à quelqu'un, j'en aurais parlé et derrière, il y aurait eu des conséquences positives pour moi et négatives pour la personne qui me fait subir des discriminations. Donc, je me dis, mais waouh, en fait, bah, pour le coup, ça évolue. Il y a des grands groupes qui investissent des moyens et de l'argent pour éduquer et pour que leurs employés se sentent bien, quoi. C'est drôle parce que peut-être que de prime abord, on pourrait se dire, bon, c'est une grosse boîte, c'est un truc qui date d'il y a des années, donc peut-être qu'ils sont un peu arriérés sur certaines thématiques. Donc peut-être que finalement, tu pourrais avoir tendance à t'auto-censurer pour un truc qui, en vrai, n'est pas un sujet pour eux. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi la suradaptation. Tu es tout le temps en train de te suradapter parce que tu as tellement l'habitude d'être stigmatisé ou pointé du doigt, etc. Et parfois, peut-être que finalement... on se met des barrières tout seul, quoi. Finalement, c'est pas toujours une catastrophe, et ça, c'est trop chouette de le dire. Laurane, toi, tu travailles dans le milieu associatif, mais si demain, il s'avère que tu dois aller dans un autre secteur, postuler dans une autre boîte, comment est-ce que tu envisages les choses ? Déjà, rien que là, dans mon travail actuel, qui dit association, dit financement public. Et donc, moi, je suis souvent en contact avec notamment les 2 financeurs du projet sur lequel je travaille, qui sont des personnes qui travaillent au ministère de l'Égalité et au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est tout de suite une autre dimension que juste mes collègues de l'asso. Et vous parliez d'autocensure. Je m'autocensure beaucoup, je pense, quand je rencontre ces personnes-là. Alors qu'en plus, pour le coup, plus je travaille avec ces gens, moins ça fait de sens parce que je travaille notamment avec 2 chargés de mission, une dans chacun des ministères, qui sont extrêmement sympas. Et il n'y a aucun problème. Mais quand j'ai des visios avec les gens des ministères, j'ai pas les mêmes looks que je pourrais porter quand j'ai pas de visio. Donc déjà, rien que là, je fais la différence quand même entre quand je travaille avec mes collègues directs et quand je travaille avec des gens des services publics. Bah oui, je pense que si je devais changer de secteur, je ferais pareil. J'irais progressivement, j'irais pas direct avec mon maquillage et mes tenues hyper colorées. Peut-être que si j'ai besoin de sous, je me reteindrai les cheveux en brun un jour. Si j'ai pas le choix, quand on a besoin d'un travail, on a besoin d'un travail, quoi. Ouais. Pleinement conscience de mon privilège de pouvoir avoir mes cheveux et mon maquillage et m'habiller comme je veux à mon travail, et que c'est pas donné à tout le monde et en toutes circonstances, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est important de le souligner, que sûrement on a beaucoup de chance, en vrai, de pouvoir avoir le choix d'aller au travail avec des patchs anti-boutons, comme c'est mon cas, ou d'avoir les cheveux roses, ou de porter du make-up, ou de dire à tout le monde qu'on a un trouble psy et qu'en fait, on revendique ça, et de militer, en fait, parce que c'est quand même un combat. Est-ce que vous choisissez de beaucoup parler... Enfin, toi, je sais que c'est vraiment un combat, tu vois, le fait de ne pas t'épiler, etc. Toi, c'est aussi un combat, le fait d'être une personne queer assumée et tout. Et toi aussi, en tant que personne lesbienne, en vrai, et en tant que personne qui a un trouble, est-ce que le fait d'en parler et de l'afficher autant, est-ce que, en fait, finalement, pour vous, c'est aussi une forme de revendication presque politique, finalement ? Oui. Réponse courte, oui. Clairement. Et même, il y a un peu un truc aussi de revendiquer le fait de
d'imposer la personne que je suis dans des endroits où je devrais pas être. Typiquement, je parlais donc des fameux financeurs publics avec qui je travaille. Bientôt, je vais participer à un événement qui est organisé par le ministère de l'Intérieur. Je commence un peu à réfléchir à comment je vais m'apprêter pour y aller. Parce que je pense que je vais être avec beaucoup de gens en costume, tout ce qui est le plus classique du monde du travail. Et moi, je vais débarquer avec mes cheveux roses. Et il y a un peu un truc de... je suis contente, en fait, d'arriver dans ce genre de milieu et de dire, je suis là chargée de projet. Je m'occupe d'un projet financé à plusieurs milliers d'euros et je fais très bien mon travail. Et le fait que j'ai les cheveux roses et des habits colorés, ça ne change rien à mes compétences. Donc clairement, ouais, c'est hyper politique et ça se voit même rien que le peu de fois où sur les réseaux sociaux, je parle de mon travail, du fait que j'ai un autre travail que les réseaux sociaux. Il faut voir comment les gens sont outrés. Une fois, justement, quand j'avais été embauchée pour mon taf actuel, j'avais juste fait un TikTok pour rigoler, genre... c'est bon, après 5 ans d'études, en fait, on peut vraiment avoir un travail, c'est pas juste un mythe. J'avais pas dit ce que c'était comme travail. Et dans les commentaires, les gens, il y avait des gens outrés qui disaient mais moi, si j'étais patron, je t'embaucherais jamais. C'est impressionnant comme juste porter de la couleur, c'est politique. Et ne pas s'épiler. Et ne pas s'épiler. Je pense que c'est aussi c'est un clair. truc, c'est écrit genre féministe sur ta gueule, tu vois. Donc... Il y a ce truc aussi, j'aime provoquer. Ok. Parce que c'est pas assez normalisé et tout. J'aime susciter les questionnements, plus des questionnements, susciter des insultes, non merci, mais des fois je vois dans l'espace public des enfants qui me regardent, mais avec un regard un peu émerveillé. Oh, mais ça me comble de bonheur, parce que je me dis, mais ils ont des représentations que nous, à notre époque, on n'avait pas. Après oui, être comme je suis avec mon style et être employable, c'est forcément... ça donne aussi une image de c'est possible. Il y a quelques mois, j'étais vendeur dans une bijouterie, donc je représentais la marque et je pouvais venir habillé comme je voulais. Même quand moi je vois des personnes queer, racisées, maquillées dans des boutiques et tout, je me dis super, ouais c'est nécessaire et au-delà du style, oui c'est un combat. Mais tu dis des enfants, mais tu sais, je pense même à des personnes âgées qui justement ont subi vraiment des époques où c'était très 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 fermé d'esprit. Enfin, même moi à mon niveau, il y a des gens qui m'envoient des messages qui sont parfois même à la retraite et qui me disent mais merci de dire ce que tu dis et de soulever toutes ces problématiques parce que j'avais l'impression d'être fou en fait. Et je me dis aujourd'hui que c'est possible et que vous les jeunes vous faites bouger les choses. Donc je pense que pas forcément que les jeunes finalement, aussi les personnes plus âgées. Ça peut peut-être leur enlever un poids, tu vois, moi, je me suis pas laissée vivre comme je le voulais et merci de vous autoriser à le faire et de faire bouger les choses. Moi, je pense que sur la question du handicap invisible et plus spécifiquement des troubles psychiques, je ressens presque ça comme un devoir, c'est-à-dire que je suis très consciente du fait qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer parce que ce serait trop dommageable, soit dans leur vie familiale, soit dans leur vie professionnelle, ou même au-delà de ça, la grosse problématique qu'on a avec les troubles psychiques, c'est que justement, en fait, la santé mentale, on l'a pas. Et c'est pour ça aussi qu'on peut pas s'exprimer. Et le problème, c'est que, en fait, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'existe pas. Et quand tu regardes la réalité des chiffres, de ce que ça représente les troubles psychiques en France, ou même la France, c'est le premier consommateur de psychotropes en Europe. En fait, quand on regarde la réalité des chiffres, tu te dis, mais c'est fou, entre guillemets, le nombre de personnes concernées par ça. Et pourtant, quand tu regardes la place que ça a dans l'espace public, où t'as l'impression que personne n'est concerné, et t'es là en mode, mais pas du tout, et c'est pareil. C'est un tabou. Mais bien évidemment. En fait, le tabou est tellement énorme et c'est tellement, tellement dommageable de prendre la parole comme je le fais là que la plupart des gens ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que même si tu as la santé mentale pour le faire, derrière, faut voir aussi, je pense qu'on se prend à peu près tous de la haine sur les réseaux sociaux pour X ou Y raison. Ah bon? Faut réussir à assumer le rejet, faut réussir à assumer les gens qui te disent que t'es une hystérique, que t'es une dingue, que t'es une folle,
tu vois, c'est vachement violent. Et d'autant plus quand t'as pas la santé mentale pour ça, en fait, tu peux encore moins t'exprimer. Donc moi, je sais que je ressens un très grand devoir. Moi, j'ai eu vraiment le privilège d'avoir accès aux thérapies efficaces pour mon trouble. Je sais qu'il y a plein de gens il y a 2 ans de liste d'attente. Bon, je vais pas faire tout un truc sur l'état de la psychiatrie en France, mais... Macron. Mais pour réussir à se stabiliser d'un trouble psy, c'est très, très compliqué. Et donc moi, j'avoue que je me dis, j'ai réussi à me sortir de mes tentatives de suicide, j'ai réussi à me sortir de mes hospices en psychiatrie, j'ai réussi à reprendre des études, j'ai réussi à me réinsérer dans le monde du travail, etc. En fait, je peux plus me taire. Vraiment, je ne peux plus me taire parce que je sais ce que c'est d'être silencié, soit par les gens, soit par les réseaux sociaux, soit par les fortes doses de médicaments qu'on m'a données en psychiatrie qui font que tu peux pas t'exprimer non plus. Donc, ouais, c'est politique, ouais. J'ai vu aussi un truc en faisant des recherches sur le podcast, sur les biais en fait, inconscients qu'on peut avoir sur que ce soit les troubles psy ou juste le physique, l'apparence physique des gens. Un truc qui m'a choquée, c'était sur les personnes en surpoids. Instinctivement, de manière inconsciente, les recruteurs vont associer le fait d'être en surpoids avec le fait d'être feignant. Donc les personnes grosses sont discriminées pas uniquement parce qu'on va considérer que c'est pas esthétique, mais aussi parce qu'on va considérer qu'elles ne sont pas aptes à travailler suffisamment. Parce que si elles sont grosses, c'est qu'elles sont trop flemmardes pour se bouger, faire du sport et prendre soin de leur santé physique. Et du coup, je me suis rendu compte en lisant des articles aussi qu'il y a plusieurs études qui démontrent que les recruteurs, ils ont des biais inconscients et ils reproduisent la success story. C'est-à-dire que quand ils ont recruté une personne qui a un certain profil, que cette personne, ce candidat, est un très bon élément dans la boîte, ils vont systématiquement aller vers des candidats qui lui ressemblent. Et donc, dupliquer, en fait, à l'infini, le candidat qu'ils ont jugé comme étant parfait. Et donc, on gomme tout ce qui peut être inclusif, la diversité, etc. On gomme la différence. Finalement, on fait une entreprise avec que des gens qui se ressemblent, qui ont fait les mêmes études, qui s'habillent de la même façon, qui s'expriment de la même façon, qui viennent des mêmes secteurs. Et finalement, c'est une espèce de stigmatisation et de discrimination qui perdure parce que c'est tellement intégré dans la manière de recruter, dans la manière de faire passer des entretiens aussi, parce que les entretiens, c'est des entretiens types. Tu vois, toi, en tant que personne avec des troubles, peut-être que c'est pas du tout adapté pour montrer tes compétences et pour te laisser t'exprimer. Mais c'est des petites boîtes, tu vois, dans lesquelles les recruteurs te mettent. Et si tu n'es pas conforme à ce qu'ils imaginent qui peut être successful pour l'entreprise, tu es automatiquement discriminé. Quand même, moi, ce qui me paraît un peu évident, c'est que plus tu as des candidats diversifiés, plus tu as des salariés différents, sur plein de points, que ce soit culturellement, d'où ils viennent, les études qu'ils ont faites. C'est logique de se dire que ça, c'est un vrai plus pour l'entreprise, que des gens qui sont différents seront complémentaires et que ça va apporter quelque chose de plus dans l'entreprise. D'ailleurs, ça a été prouvé 1000 fois que c'est la diversité et l'inclusion qui créent plus de créativité, plus de productivité, plus d'échanges, etc. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il y a cette culture de « il faut rentrer dans un moule, il faut parler d'une certaine manière, se tenir d'une certaine manière ». Tu vois, quand je pense aussi aux offres d'emploi. Dans les offres d'emploi, c'est archi normalisé de dire « bonne résistance au stress ». Dans quel monde est-ce qu'on considère que c'est normal de devoir être exposé au stress et de devoir le supporter pour un travail ? En fait, à quel moment est-ce qu'on se dit que ça, c'est un critère de recrutement ? Je te recrute si tu as une bonne résistance au stress. Je te recrute si, en fait, tu peux supporter de souffrir pour ton travail psychiquement. Tu vois, quand je pense à toi, de ce truc de faire la semaine de 4 jours, de répondre à tes mails quand tu as l'énergie psychique, etc., je me dis, il y a vraiment des jobs, déjà ne serait-ce que sur l'offre d'emploi, ils sont en train de discriminer une énorme partie de la population, tu vois. Il y avait des chiffres qui m'avaient profondément choquée. En gros, ils ont fait des études pour savoir est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée d'avoir une conversation avec une personne qui a des troubles psychiques ? Et en fait, la grande majorité des gens disent non. Et pareil, à la question, est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de travailler avec une personne qui a des troubles psychiques ? Et en fait, la majorité des gens disent non. Et tout comme ce truc de, est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de travailler avec une personne qui est homosexuelle ? Il y a quelques années, la plupart des gens disaient non aussi.
Et en fait, je trouve que les gens ne se rendent pas compte le poids du masque. Genre, moi, j'ai l'impression que physiquement, je peux sentir à quel point le masque que je porte est lourd à porter et à quel point, quand il se fissure, c'est très douloureux et très compliqué. Alors que, comme ça a été très justement dit aussi, à partir du moment où il y a des adaptations qui ont été faites, à partir du moment où les choses sont dites, en fait, sur le long terme, on a tous et toutes à y gagner vraiment. Le fait d'être bien dans son travail. Bien sûr. Et en plus de ça, moi, je trouve que ça se voit aussi. En tout cas, moi, je ressens vachement la différence, à quel point je sais que je suis capable d'exceller de dingue dans les choses que je fais, mais pas sous n'importe quelle condition et pas à n'importe quel prix. Et en fait, c'est selon mes propres codes. Et je sens à quel point, encore aujourd'hui, je dois convaincre pour qu'on me laisse ma chance. C'est vraiment... laissez-moi ma chance, parce que, en fait, c'est un coming out. L'orientation sexuelle, une fois que c'est dit, tu peux pas revenir en arrière. Et ça peut être vachement dommageable. Les troubles psychiques, c'est pareil. Une fois que tu as fait ton coming out de troubles psychiques, tu peux plus revenir en arrière et tu dois juste assumer les conséquences et essayer de convaincre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Moi, je sens, pour être sélectionnée dans certaines choses, je dois convaincre, mais 4 fois plus que n'importe qui, que j'ai ma place. Et pourtant, les projets que je porte, ça fait partie du top des projets, tu vois, dans le sens où il y a une phrase que j'aime trop, et après, je vous passe la parole, qui est que ne pas rentrer dans les normes, c'est être en avance sur la norme. Et ça, c'est si vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une expertise parce qu'en fait, on voit des problèmes que personne d'autre que nous ne voit. Aujourd'hui, je donne des cours à la faculté de médecine de Cochin pour les étudiants qui taffent en psychiatrie. En fait, en tant que personne concernée, on a un savoir expérientiel que, en fait, très peu de personnes peuvent avoir. Et en fait, vous avez besoin de nous pour faire avancer, évoluer le monde du travail. Vous avez besoin de nous pour que ce soit respectueux de tous et toutes et que nos forces, nos compétences soient réellement mises à profit. Et ça, c'est une expertise qui, je pense, ne doit pas être dévaluée. J'avais aussi pensé à la série Sévrance. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ouais. J'ai commencé, ouais. Une des meilleures séries que j'ai vues, je pense. En fait, c'est une série où je trouve que ça résonne de ouf avec ce que tu viens de dire. C'est une série où, si tu veux rentrer dans une certaine entreprise, tu dois accepter d'être dissocié. Donc, on va te faire une opération, je ne sais pas si te mettre une puce dans la tête ou quoi, mais en gros, quand tu arrives sur ton lieu de travail, tu es ton toi du travail et tu ne sais pas qui tu es dehors, tu n'as pas le souvenir de qui tu es et tu es juste toi en tant que salarié. Et donc, c'est supposé faire de toi un salarié plus productif, qui n'a pas de problème perso, qui, tu vois, il va pas penser à « faut que je me réconcilie parce que je me suis embrouillée avec ma meuf hier, j'ai des problèmes de sous en ce moment ». Enfin, tu vois, c'est juste le salarié idéal qui est un prototype, en fait, tu vois. Et ça montre à quel point, aujourd'hui, le monde de l'entreprise veut nous formater, nous lisser, gommer nos différences, en pensant que c'est de cette manière-là qu'on sera des salariés plus productifs et plus engagés, alors que la réalité, c'est que ils ne trouvent pas de sens en fait à ce qu'ils font dans la série. Ils ne savent pas qui ils sont, du coup, ils veulent s'échapper parce qu'ils n'en peuvent plus d'être enfermés dans cette boîte où en fait toute leur vie se résume à être dans cette boîte puisqu'ils ne savent pas qui ils sont dehors. Et je trouve que c'est hyper fort de dire que en fait, c'est ta spécificité qui fait que tu apportes quelque chose sur la table, en fait. Et tout le monde autour de cette table, je pense, chacun ici vient avec sa différence. Et pour moi, c'est tellement un plus dans une entreprise d'avoir quelqu'un, une personne queer, une personne engagée politiquement, une personne qui a un style excentrique, mais pas juste pour le fait d'avoir un style excentrique, aussi parce que c'est un message de tolérance et d'inclusion, etc. Et j'espère qu'un jour, ce sera plus perçu comme quelque chose de riche et vraiment qui a de la valeur. Parce que, à mon sens, moi, par exemple, cet épisode, je ne peux pas le faire sans vous. Parce que j'ai rien à dire sans vous, en fait. C'est vous qui venez avec votre expérience, vos témoignages et votre point de vue qui venez me donner, en fait, de la matière. Parce que moi, je ne peux pas raconter des choses que je n'ai pas vécues. Et pour moi, c'est pareil en entreprise, en fait. Je ne peux pas avancer avec des gens qui sont mes clones. Donc, je vous recommande Sévrance. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est quoi l'option B ? C'est-à-dire que l'option B, c'est des arrêts maladie sur arrêt maladie, et pas des petits arrêts maladie, des hospices de plusieurs mois, etc. C'est-à-dire que le coût
de prendre sur soi et d'imploser, personnellement, je trouve que c'est pas... Enfin, je suis sûre que si on fait les calculs, c'est pas rentable. Et, parenthèse, les pays qui ont mis... Voilà, aspect politique. Qui ont mis des politiques dans la santé mentale, le bien-être, etc., c'est quelque chose qui, si jamais vous n'êtes pas sensible sur l'humain, même économiquement, c'est quelque chose de rentable. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu calcules vraiment la santé mentale, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie en France. Premier poste de dépense de l'assurance maladie en France. Les arrêts maladie, il y avait des chiffres qui m'avaient du gouvernement, du Haut Commissariat au Plan, qui disaient que c'était 1 personne sur 2 qui avait déjà été absente au travail pour cause de détresse psychique. Bien sûr. C'est-à-dire que, vraiment, rendez-vous compte du coût financier pour la société et même pour une entreprise. Et c'est pareil, quand il y a des patrons des entreprises qui sont là en mode « Ouais, je suis patron d'une entreprise de 400 personnes », est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont des troubles psychiques ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens concernés et tout ? Mais bien évidemment. Enfin, je veux dire... Même dans une équipe de 10, je pense qu'il y a des gens qui sont concernés. Donc... c'est juste qu'on n'en parle pas, c'est juste qu'on le cache, etc. Mais sortez de la naïveté. Ne soyez pas naïfs. Et du déni aussi, je pense. Et du déni. Et donc, c'est quoi le plan B ? Le plan B, c'est arrêt maladie, sur arrêt maladie, des coûts financiers, démission, etc. Tout à l'heure, tu as dit un truc. On dit toujours, oui, les différences et tout, il faut s'en servir pour justement se valoriser et tout. J'avais pas d'exemple concret qui me faisait me dire que cette phrase est juste. Et en fait, j'ai capté que quand j'étais à l'école, collège, même en bac+2, soit quand on me demandait de lire un truc ou présenter, j'avais des problèmes de diction. Déjà, je bégaye beaucoup. Et en plus de ça, j'avais un ton très lisse, très plat. Donc... j'intéresse pas, ou du moins j'arrive pas à garder l'attention. Et en fait, quand je me suis lancé sur TikTok, mais 90% de mes commentaires, c'était « ta voix est tellement apaisante, c'est très agréable de t'entendre parler, je pourrais t'écouter pendant des heures, etc. » Et là, je me dis, mais en fait, c'est juste que j'étais pas dans le bon contexte, avec les bonnes personnes. Présenté d'une autre manière, bah là, ça va être valorisé. Ça peut s'appliquer dans le monde du travail. On peut se sentir comme la pire des merdes dans un emploi, dans une entreprise, juste parce que l'environnement autour de soi est très nocif pour soi. Et pas adapté. Et on peut ne pas se rendre compte de ça. Et on peut partir en burn-out, se dire que on vaut rien, que nos compétences sont nulles, etc. Alors que c'est juste l'environnement qui n'est pas adapté. Je sais pas si vous voyez qui c'est sur TikTok, Brianji Dust. C'est un juriste qui est gothique, qui met beaucoup de maquillage, des corsets et tout. Et tout le monde lui demande, mais t'as réussi à trouver un taf, tes clients, parce qu'en plus il a des clients, parce qu'il traite des dossiers juridiques, genre ils ont pas peur de toi, ils se disent pas que genre t'es un allumé et tout. Il dit, mais vraiment ça n'a jamais été un sujet, quoi. Ça n'a jamais été un sujet. Et pourtant vraiment quand je vous dis qu'il est extravagant, c'est-à-dire qu'à côté des personnes ici, lui il est largement au-dessus, tu vois. Il a une canne et tout, enfin... Il a dit que ça n'a jamais été un sujet parce que, déjà, il est dans le bon environnement, il a réussi à trouver le bon environnement, il est compétent. Le mec, il bosse bien, il gagne ses dossiers. Donc, en fait, les gens, ils viennent le voir, ils ont besoin de lui, c'est pas l'inverse. Et surtout, lui, comme c'est pas un sujet pour lui, il s'excuse pas d'être là, les gens ne vont pas essayer de l'attaquer sur ce point-là. Et au contraire, il fascine énormément. Il y a plein de gens qui disent, tu sais quoi, je me suis arrêtée sur la vidéo parce que ton look... m'interroge et puis finalement je me rends compte que ce que tu as raconté c'est hyper intéressant. Donc tu vois, comme toi, finalement je pense que parfois aussi un défaut dans le milieu professionnel est une qualité dans un autre milieu professionnel. Donc moi, avant d'avoir mon emploi actuel, j'étais bénévole au planning familial. Mais du coup là, quand ça m'arrivait d'aller en milieu scolaire, je me maquillais comme je voulais, je m'habillais comme je voulais. Enfin, j'étais même pas payée, donc il y avait rien. Ouais, pas déconner non plus. Voilà, j'accompagnais des professionnels qui venaient sensibiliser, j'intervenais même pas moi. Mais par contre, ça attise la curiosité. Surtout, on a fait pas mal d'animations au collège. Les collégiennes, elles adorent. Je dis collégiennes. Les collégiens, c'est un peu particulier. Voilà, c'est toujours le groupe social qui m'effraie le plus. Pas choqué. Voilà, j'ai pas forcément eu de mauvaises situations en animant en milieu scolaire avec des collégiens, mais c'est
par principe la peur des groupes de garçons de 14 ans. Mais en tout cas, ça attise la curiosité et du coup, je sais pas, peut-être qu'elles écoutent plus parce qu'elles se disent qu'il y a une dame rigolote avec des cheveux roses et un pull jaune fluo. Enfin, je sais que, en tout cas, ça fait que, comme j'attise la curiosité, on peut plus m'écouter ou prêter attention à ce qui se passe. Ou quand c'était pas forcément des animations en classe, ça pouvait être des stands dans la cour ou des choses comme ça. Et donc, comme j'attise la curiosité, on vient me voir. Ça crée du lien, en tout cas, avec les plus jeunes. Et c'est assez chouette. Et dans mon milieu professionnel actuel, je sais que, moi, non seulement ça n'a jamais posé problème, mais en plus, je reçois des compliments de mes collègues. Ça crée de la discussion avec mes collègues, des collègues avec qui j'échange pas forcément trop par ailleurs, parce qu'on se croise pas forcément, etc. Mais quand on se croise, on échange sur ma tenue. Donc c'est assez chouette, en fait, ça crée du lien aussi. Complètement. Et c'est trop j'ai cool. reçu des témoignages qui vont totalement dans ton sens, Ouais. de 2 personnes qui travaillent dans la santé. Je pense que ça doit être des aides-soignants ou des infirmières, qui disaient que, de prime abord, on a pu leur reprocher que leur tenue ou leur manière de se maquiller ou même les tatouages n'étaient pas professionnels et que dans ce milieu-là, ça se fait pas trop et que ça va pas plaire aux patients. Et finalement, les 2 m'écrivent. Alors, ça n'a jamais posé problème avec personne. Et même les patients, du coup, sont plus à l'aise de discuter avec moi parce que j'ai cette petite différence, parce que je vais expliquer mes tatouages, parce que je vais leur montrer mon nouveau look, la nouvelle fringue que je me suis achetée. Et finalement, ça crée du lien. Et peut-être même que ça casse un peu une barrière, parce que forcément, dans le milieu du soin, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, le médecin ou le soignant, il y a une grande distance. Et en fait, finalement, il disait que cette différence, qui de prime abord peut être jugée comme pas professionnelle, ça manque de professionnalisme, t'es dans la santé, t'es dans le soin, tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas te maquiller comme ça, et ça leur sert de manière ultra positive avec les patients et même les personnes âgées. Il y en a un qui disait qu'il travaillait en EHPAD et qu'au début, c'est vrai qu'on lui a dit les vieux, ils aiment pas du tout, là vraiment, c'est trop extravagant. Et puis finalement, il dit mais au contraire, il y a des vieux qui parlent à personne, ils parlent qu'à moi. Donc ça, je trouve ça trop chouette aussi de le dire, que finalement, parfois, ça va juste être des a priori, peut-être que les gens ont peur, en fait, finalement, et qui vont répandre la peur qui pèse dans leur esprit. Et en fait, il y a 0 sujet. Et au contraire, même, peut-être que c'est cool parce que ça va relaxer les gens de s'appuyer sur un petit truc de small talk, genre ah, mais j'adore, c'est toi qui te maquilles, c'est toi qui fais tes ongles, t'as acheté ça où et tout. Donc ça, je trouve ça trop chouette de le dire, en fait, que ça peut être hyper positif dans le milieu professionnel. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais sur les troubles mentaux, et j'ai trouvé une stat de l'OMS, 15% des personnes en âge de travailler vivent avec un trouble mental. Et encore, je pense que ça doit être sous-estimé. Ah bien sûr, sous-diagnostiqué, sous-estimé, et puis c'est hyper dur d'aller se faire diagnostiquer d'un trouble psy. C'est clair. Et pour rejoindre aussi tout ce qui a été dit, moi je me souviens qu'au bout d'un moment, je me suis dit, quitte à être perçue comme la folle, autant y aller à fond. En mode, ok, collectivement, ok, je suis folle. Est-ce que du coup, j'ai enfin ma carte bonus pour pouvoir vivre et exister dans le monde comme j'en ai envie, en fait? Ok, je rentre pas dans... Enfin, de toute façon, foutu pour foutu, go for it. Tu vois. Ouais. Bon, voilà, en fait, il y a aussi un truc de rébellion de... j'ai pas non plus tant le choix que ça, je trouve. Et pour rejoindre aussi tout ce qui a été dit, moi, je trouve que quand on s'assume pleinement, on attire aussi les personnes qui sont ouvertes d'esprit, on attire les personnes qui... En fait, ça fait un tri. Alors, le tri, parfois, il est douloureux, franchement, je vais être honnête. Et en même temps, tu vois, dans le livre que j'ai sorti, je parle d'un voyage en autostop que j'ai fait pour aller voir des aurores boréales entre 2 hôpitaux en psychiatrie, en mode... Je suis partie en crise identitaire et tout. J'ai envie d'aller voir des aurores boréales. J'ai pas la thune, je m'en fous. J'y vais quoi qu'il se passe. Et en fait, sur le bord de la route, les voitures qui s'arrêtent, parce qu'il y avait tout le monde qui me disait vous êtes une femme seule, est-ce que c'est pas dangereux et tout. En fait, les gens qui s'arrêtent, c'est les gens qui sont dans le délire de l'autostop. C'est des gens qui ont envie de te rencontrer, etc. Et moi, je trouve que dans la vie, c'est un peu ça aussi. Quand on s'assume pleinement, ça fait un gros tri. Mais en fait, les personnes qui restent, mon Dieu, à quel point ça fait du bien de se sentir accepté comme on est,
sans que ce soit un problème et de pouvoir exister pleinement, quoi. Et ces gens-là existent. Incroyable, mais vrai, mais ils existent. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on ne le pense. En fait, je pense que quand tu mets tes limites et que aussi tu assumes qui tu es, tu attires à toi les bonnes personnes, finalement. Et ça, même dans le monde de l'emploi. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais meuf, ça y est, tu t'es grillée. Tu pourras plus jamais travailler nulle part parce que tu dénonces les entreprises toxiques, parce que tu dis des choses qui ne se disent pas, en fait, aujourd'hui et que tu as cassé les codes, mais genre, tu as aussi cassé ton image. Et finalement, même si, évidemment, c'est une peur qui existe chez moi parce que je me dis peut-être qu'un jour, je retournerai dans le salariat, même si j'espère pas. Je me dis, mais au pire, j'aurais juste montré qui je suis et l'entreprise qui veut pas me recruter parce que je suis trop militante, parce que je suis trop engagée, et ben c'est pas grave, en fait, moi j'ai pas envie de travailler là-bas. Et si j'ai quitté le salariat, c'est précisément pour cette raison, en fait, parce que c'était trop difficile pour moi de supporter la pression, l'agressivité, le management, micromanagement, management agressif, etc. Et parce que je me suis dit, là, je vais pas y arriver, en fait. Je travaille pas bien comme ça, je suis moins productive et juste ma santé mentale ne va pas tenir le coup. Honnêtement, si je reste une semaine de plus, je sais pas ce qui va se passer, mais voilà, quoi. Enfin, tous les vendredis, on parle souvent du lundi, mais tous les vendredis, moi, c'était le pire moment parce que j'avais encaissé toute la semaine et j'avais pris sur moi toute la semaine. Et le vendredi, tous les vendredis, j'avais l'impression que j'allais tout casser. Genre que j'allais prendre mon ordinateur et genre le jeter par la fenêtre et que j'allais, je sais pas, genre pas me mettre un coup de poing dans le mur parce que je suis pas un mascu, mais genre vraiment j'avais envie de tout casser et j'avais un truc qui me disait mais pitié, genre sors de là en fait. Là t'es en train de te faire du mal pour en plus 2000 balles par mois. Enfin, excuse-moi, t'es pas non plus multimillionnaire. C'est pas comme si t'étais en train ni de sauver le monde, ni de t'enrichir à flot. Enfin, ça sert à rien. Et je sais que c'est parce que j'en ai parlé autour de moi et qu'on m'a dit, là, faut que t'arrêtes, c'est pas possible et tout. Pareil, Harry m'a dit. Que je me suis rendu compte que, en fait, là, tu vas sortir du salariat parce que c'est trop mauvais pour toi. Et si jamais tu y retournes un jour, ce sera jamais dans ces conditions, en fait. Parce que maintenant, déjà, tu sais qui t'es, tu sais quelles sont tes limites, et puis maintenant, de toute façon, tu l'as dit à tout le monde. Donc, de toutes les façons, le recruteur qui voudra bien de toi, il sait déjà. Il sait déjà, et bon, bah, ce sera une boîte qui me ressemble si jamais un jour je retrouve un job, même si je me le souhaite pas. Mais je suis d'accord sur le fait que, finalement, t'éloignes les gens que t'as pas forcément envie de côtoyer, quoi. Je crois très peu aux paroles, je crois beaucoup aux actions. Et en fait, de par vos actions, c'est-à-dire de par en ayant les cheveux roses, de par en ayant un maquillage qui est le tien, je sais pas comment. C'est très bien, ça me va. En fait, on prouve juste par notre existence que c'est possible. Et moi, je crois en la force du collectif, c'est-à-dire on montre l'exemple, on y va quoi qu'il se passe, et en fait, c'est comme ça que t'insuffles le mouvement. Tout à fait. Et des fois, le simple fait d'être là, d'exister, de parler, ça peut suffire à inspirer d'autres personnes à suivre ce mouvement-là, parce qu'on est en train de tracer un chemin qui dit « c'est possible ». Et c'est possible pas parce qu'on le dit, c'est possible parce qu'on le fait. Souvent, on attend que les autres le fassent pour nous-mêmes. Sauf qu'en fait, non, on est acteurs et actrices à notre échelle. On peut nous-mêmes bouger des choses qui nous concernent et qui concernent plus de personnes globalement, quoi. Et la stat sur la diversité que je cherchais tout à l'heure, je l'ai maintenant sous les yeux. Il y a eu une enquête McKinsey en 2020 qui a démontré que la diversité en entreprise, ça favorise à 25% la rentabilité. Donc pour dire que c'est rentable économiquement aussi, parce que les entreprises bien sont sûr. très axées argent, c'est rentable. Mais c'est archi rentable. Moi, je voulais vous demander, parce qu'on a tous ici un message à porter, et c'est ce qu'on fait sur nos réseaux sociaux au quotidien. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire à une personne aujourd'hui qui a peur d'affirmer sa différence, qui a peur de montrer qu'il ou elle n'est pas dans la norme? Est-ce que vous avez un conseil à lui partager? Moi, je dirais, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, en fait, s'assumer, ça permet de faire du tri autour de nous, que ce soit sur le plan familial parfois, malheureusement, sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Moi, je le dis beaucoup, notamment par rapport à la pilosité. Bon, ça sort de la conversation sur le monde du travail, mais quand j'ai commencé à garder mes poils, en fait, ça fait le tri dans les mecs qui veulent pas fréquenter des filles qui s'épilent pas. Et si un mec a une mauvaise réaction parce que il voit que je suis pas épilée, bah, j'ai pas non plus envie de le fréquenter.
Et donc, dans le milieu professionnel, c'est pareil. Si dès l'entretien d'embauche, je vois que en fait, la personne, elle ouvre la porte, elle me voit avec les cheveux roses et elle fait la grimace, bah, j'ai pas envie de travailler là. Les gens ont tellement peur du regard des autres qui réalisent pas à quel point, déjà, les autres, c'est qui? Les autres, c'est tellement de gens que en fait, le regard des autres, ça veut rien dire. On a peur des regards négatifs, mais en fait, ça attire tellement de choses positives d'être qui on est. J'ai l'impression que c'est quand même un truc de notre génération, de la Gen Z, de dire en fait, c'est aussi aux employeurs de s'adapter. C'est pas une option en fait. C'est, tu vois, quand tu disais au début, ils ne sont pas les seuls décisionnaires. Je trouve qu'en disant, moi en fait, je viens en étant comme ça et je ne vais pas changer pour avoir ce job, c'est aussi une manière de pousser les entreprises à évoluer. Je vais faire le doyen. Mais vraiment, on n'a qu'une vie. Et des fois, je suis là, j'ai des problèmes et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas le temps en fait, on n'a pas le temps. Et vraiment, être soi, que ce soit au travail ou avec sa famille, ses proches, etc., c'est tellement bénéfique. Moi, j'ai été pendant 5 ans dans une relation qui m'enfermait un peu. Et le jour où ça s'est terminé, je me suis libéré. Et quand j'ai commencé à vivre pour moi, je me suis dit, mais waouh, faire ça aussi dans le monde du travail, bah, c'est s'enlever un poids. Ouais, on n'a qu'une vie, donc faut y aller. Quand on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas le temps. J'ai tellement confiance, mais un niveau de confiance en la jeunesse pour pouvoir co-construire et co-créer la société de demain. Je trouve qu'en fait, c'est hyper encourageant de se dire, en fait, le champ des possibles pour construire le travail de demain, en fait, c'est à nous de le faire. On est des acteurs. Exactement. Et j'ai tellement confiance en la jeunesse et j'ai tellement confiance aux gens parce que je sais qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, que ça fait longtemps maintenant que ça dysfonctionne. Je sais qu'au bout d'un moment, on n'aura pas d'autre choix. Vraiment. Quand on voit les statistiques du suicide vis-à-vis de la jeunesse, en fait, vous n'avez pas le choix. Vraiment. Même au niveau de la santé mentale des salariés, il me semble que c'est à peu près 1 salarié sur 2 qui se dit en détresse psychologique. Ouais. C'est énorme. Et en même temps, moi, je suis hyper optimiste sur le fait que, tu vois, tout comme tu as la transition de l'écologie verte avec le réchauffement climatique, etc., bah, je sais qu'on va avoir aussi exactement la même chose en mode allez, on va utiliser les moyens économiques pour pouvoir faire en sorte à ce que collectivement la société soit plus agréable à vivre pour tous et toutes et qu'on vive dans un pays heureux et joyeux. C'est peut-être hyper utopiste, mais j'aime j'aime trop ta positivité parce que super fort. Là, on a quand même parlé de thématiques un peu difficiles, donc c'est bien de finir sur une note positive. Je voulais vraiment vous remercier d'être venu, d'avoir partagé tout ça ici. Je tiens à rappeler qu'il y aura les réseaux sociaux de chacune des personnes qui est autour de cette table en description. C'était Storytaf, ça sort toutes les 2 semaines et je vous dis à très bientôt. Salut!